Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Les stratégies d'innovation en temps de crise. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. On est en avance, vous êtes en avance aussi. Bonjour Anthony. Bonjour Stéphane. Alors, j'en profite pour ceux qui sont en avance. N'hésitez pas à écrire à tous les conférenciers et les participants quand vous nous mettez un mot dans le chat, dans Converser, pour que tout le monde puisse voir votre question, votre témoignage. Ça permet de partager, voilà, comme Victoria vient de le faire. Super. Alors, je vais en profiter pour vous présenter justement Anne-Sophie et Sylvain et pour vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Super Anthony, c'est comme ça. Bonjour Claire, bonjour Ludovic. Alors, déjà, je me présente. Je suis Joy Dubreuil, responsable marketing et communication chez Skillsday, l'organisme de formation nouvelle génération expert en blended learning. J'ai le plaisir de vous retrouver sur tous les webinaires de la Skills Week. C'est la première Learning Week de Skillsday. Donc, c'est vraiment une semaine intense et ludique qui vous est dédiée pour renforcer vos soft skills avec des thématiques différentes. Alors, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, tout ce que vous allez apprendre, c'est Anne-Sophie et Sylvain qui vont vous le présenter. On attend encore environ 3 minutes, voilà, le temps que tout le monde ait fait couler son café, enfiler ses chaussons et soit prêt pour la présentation d'Anne-Sophie et Sylvain. Ensuite, on aura environ 10 minutes de questions-réponses à la fin. Et durant toute la séance, on répond à vos questions dans le chat. Vous verrez, vous retrouverez également Delphine, qui sera notée Delphine Aiming, qui pourra répondre à vos questions. Et sinon, pour les questions plus impactantes, voilà, on se les garde pour la fin pour que Anne-Sophie et Sylvain puissent vous répondre. Alors, Aiming, c'est un cabinet de conseil partenaire historique de Skillsday sur les sujets de performance RH et innovation. On a une dizaine de formations sur étagère co-construites ensemble et déployées dans de nombreuses organisations. Donc, vous devez vous demander qui sont Anne-Sophie et qui sont Sylvain. Alors, Anne-Sophie est consultante en management de l'innovation donc au sein du cabinet Aiming. Elle est ingénieure ECAM et a débuté sa carrière dans le conseil en tant que consultante dédiée à la gestion de projets d'innovation auprès des porteurs de projets, start-up, entreprises. Elle a rejoint Aiming début 2020 pour accompagner les directions générales d'entreprises dans la structuration de leur stratégie grâce à l'innovation. Donc voilà, on est dans le cœur du thème d'aujourd'hui. Et donc Sylvain, qui est directeur du département stratégie de l'innovation au sein du cabinet Aiming. Il opère dans le conseil et l'innovation depuis une quinzaine d'années déjà dans différentes entreprises, start-up, PME, ETI, grands groupes. Et il a rejoint Aiming en 2018 pour diriger le département stratégie management de l'innovation et accompagner les entreprises sur toute la chaîne de valeur de l'innovation. Donc aujourd'hui, vous avez l'honneur de retrouver les deux experts de la stratégie d'innovation qui accompagnent les entreprises via le cabinet Aiming. Alors, je pense qu'on va bientôt pouvoir démarrer. Vous êtes nombreux déjà à vous être connectés. Alors, Ludovic, tu nous dis… Ah oui, en effet, Anne-Sophie, on te voit au nom de Sylvain. Ah bon? On a deux C'est Sylvains vrai? aujourd'hui, mais non, c'est bien Anne-Sophie Bruni et Sylvain Poisson. Je vous rassure, j'ai pas mis de perruque ce matin. Non. Alors, voilà, comme je le disais en début de webinaire, n'hésitez pas quand vous nous écrivez dans le chat à écrire à tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde peut voir vos questions, partager votre témoignage et ça permet à tout le monde de voir aussi la réponse qu'on apporte. Mais écoutez, il est 11h32, je pense qu'on est prêt. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Yes, top. Merci beaucoup, Joy, pour cette introduction. Bonjour à tous et puis Joy. bienvenue pour ce webinaire. On est ravis d'être à vos côtés virtuellement et puis de partager en fait aujourd'hui ce sujet, donc les stratégies d'innovation en temps de crise. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plusieurs points. Donc d'abord, définir un petit peu qu'est-ce qu'une crise et quels sont ses effets. Dans un deuxième temps, on va voir aussi quels sont les liens entre les entreprises et les crises, parce qu'aujourd'hui, c'est le cadre qui nous intéresse. Donc, les entreprises, dans un contexte de crise, comment est-ce qu'elles peuvent réagir?
Et ensuite, de voir les stratégies d'innovation qui existent et comment essayer de trouver la plus adaptée à votre entreprise et comment la mettre en œuvre. Alors forcément, bon, le contexte sanitaire se prête bien au sujet du jour, mais ce qu'il faut considérer, c'est que des crises, il y en a eu de tout temps et il y en aura toujours. Donc c'est intéressant d'être capable de capitaliser sur les effets des crises, de les comprendre et de profiter en fait de la remise en question que provoquent les crises pour essayer d'identifier des leviers, des moyens d'action et ne pas se retrouver dans une situation où on est juste coincé et essayer d'aller un petit peu au-delà de la survie. Donc, ce qu'on souhaite vous transmettre au cours de ce webinaire, c'est pourquoi pas un message positif et motivant pour vous dire oui, il y a des possibilités d'agir et aussi de se dire que voilà, quel que soit votre rôle au sein de votre entreprise, vous pouvez inciter et favoriser l'innovation. Et puis, identifier effectivement les stratégies qui pourraient s'appliquer et comment réussir à capitaliser dessus. Donc, avant de commencer, on va définir un petit peu le périmètre dans lequel on intervient. Donc forcément, vous l'avez compris, c'est dans le cadre des entreprises. Et après, effectivement, il y a plusieurs termes qu'on va utiliser à intervalles réguliers. Donc c'est intéressant qu'on ait la même définition de ces mots-là. Donc tout d'abord, il y a effectivement la notion d'innovation qui est beaucoup utilisée en ce moment et qui a plusieurs définitions. Celle qu'on a choisi d'utiliser, c'est un mélange en fait du manuel d'Oslo et de l'AFNOR, et qui consiste à dire que l'innovation, c'est la mise en œuvre de produits, services, procédés qui répondent à des attentes et qui génèrent de la valeur donc, économique ou encore environnementale ou bien encore sociétale. Donc ça, c'était pour l'innovation. Pour la partie stratégie d'innovation, en fait, c'est la ligne directrice qui est en lien avec la vision d'entreprise et qui permet d'orienter les décisions sur comment mobiliser, utiliser les ressources et vers quelle cible s'orienter. Et puis pour les crises, on trouvait que c'était plus intéressant de vous illustrer comment en fait, on peut aborder ce point-là, en faisant notamment une comparaison entre catastrophe et crise. Donc on est parti sur la base étymologique, donc du grec. Catastrophe, donc catastrophie en grec, c'est un mélange des termes de bouleversement et de fin. Donc, en fait, ça souligne tous les effets dommageables qui sont issus d'un phénomène qui est brutal, durable, intense. Donc là, vous pouvez reconnaître le port de Beyrouth qui a été victime d'une explosion cet été. Et on se retrouve dans une situation de catastrophe où, en fait, il faut tout reconstruire. En parallèle, du coup, il y a le côté crise, donc toujours sur le plan étymologique, donc crisis en grec, c'est le fait il y a le mélange des notions de jugement et de décision. Et en fait, c'est la nécessité de discerner, de faire un choix. Donc, en fait, qu'il y a cette notion de comment est-ce qu'on est capable de réagir, de s'adapter. Et en fait, donc, la crise des subprimes, c'est vrai que si on la considère du point de vue des organismes de crédit qui ont fait faillite, oui, c'est une catastrophe. Par contre, si on se place à l'échelle mondiale, c'est plutôt une crise qui a nécessité une réorganisation des changements. Et donc, en fait, dans la phrase qui est en bas, c'est un petit peu la manière de synthétiser et de se dire, dans le cas d'une catastrophe, on se situe a posteriori de l'événement. Et donc, il faut recommencer de zéro. Par contre, dans le cas d'une crise, on est ancré dans le présent, on est capable de s'en rendre compte, de pouvoir l'analyser et donc d'agir en conséquence et de s'adapter. Et donc, je vais laisser le relais à Sylvain qui va vous expliquer comment ça se passe ou comment ça s'illustre dans le cas des entreprises. Merci Anne-Sophie, bonjour à tous. Oui, en effet, on voit bien qu'on a une question de point de vue dans la fin que précisait Anne-Sophie pour les catastrophes et du temps. Quand on regarde le scandale Enron qui a amené à une catastrophe pour cette entreprise, c'est-à-dire sa disparition et son démantèlement, et aussi, par effet rebond, le démantèlement d'Arthur Andersen qui se retrouve aujourd'hui dans tous ces anciens concurrents qui ont été rachetés par petits bouts par les anciens concurrents, on voit que ce scandale initial a engendré cette catastrophe. C'est la fin, il n'y a plus rien. C'est un peu la même chose pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire des lasagnes au poney il y a quelques années. Aujourd'hui, Spanghero n'existe plus en tant que Spanghero et est démantelé dans différentes entités. Certains sites ont été rachetés, etc. Un autre point de vue, c'est la catastrophe d'AZF qui est
en France connue comme la catastrophe d'AZF. C'est le seul vocable qu'on utilise. On ne dit pas la crise AZF, on dit la catastrophe AZF. C'est une catastrophe pour les Toulousains, puisque l'usine n'existe plus et dans leur chair, ils ont ressenti cette catastrophe. En revanche, ce n'est pas une catastrophe pour la filière chimique, ni pour le groupe capitalistique qui détenait AZF à l'époque, qui détient toujours, je crois. Donc, question de point de vue, question de temps, on voit qu'à posteriori, on qualifie une catastrophe. Dans le cas des crises, c'est un peu différent. On voit que, par exemple, la crise que traverse Boeing, ou qui a traversé puisqu'il a le droit de revoler à cause des crashs qui sont des catastrophes des 737 MAX, n'impacte pas Boeing. On espère que Boeing va continuer à croître et à sortir de beaux avions. La crise du lait ou la crise du porc sont de très bons exemples. On a même, on en verra après, des articles qui montrent que pendant la crise, comme le disait Anne-Sophie, tout le monde se rendait compte qu'il y avait une crise de filière d'ailleurs, on y reviendra. Et aujourd'hui, tout le monde dit qu'on est dans la crise du Covid. Donc ces éléments-là ne sont pas finis et il y aura une étape A avant, une étape B après. Du coup, qu'est-ce qui va se passer et comment les entreprises vont ressentir la crise? Alors, il est important de voir que la crise arrive de deux manières. Elle peut arriver de façon ce qu'on appelle endogène. Grosso modo, c'est tout ce qui vient obérer la maîtrise de la capacité à délivrer son service ou à produire un produit. Okay. Par exemple, très simple, vous voyez une chaîne de prod sur la photo, on a la machine qui casse, on ne peut plus sortir ses châssis de voiture comme sur la photo. Dans le cadre d'Airbus, un vice de conception de l'avion fait que voilà, on est obligé d'arrêter une crise qui vient tout simplement de mauvais travail. Microsoft, on se souvient, il y avait des bugs dans les Windows précédents et peut-être encore aujourd'hui. Voilà, il y a une petite crise qui se met en place, pas très grave. On peut aussi avoir des ressources humaines qui ne sont pas alignées. Alors ça, ça se traduit de manière connue par la grève au premier chef, mais aussi par le mal-être au travail, par exemple les inadéquations entre les postes et les attentes fait que l'entreprise tourne mal et ça ne se passe pas très bien. On peut aussi tout simplement avoir une organisation qui est déficiente. Par exemple, ces problématiques de stockage, donc c'est compliqué. Ces distributions qui peuvent être mal ajustées entre distribution en ligne, click and collect, digital, physique. Voilà, c'est pas propre. Du coup, on peut avoir les germes de la crise. À l'inverse, ou d'un autre côté plutôt, on a des crises qui arrivent de manière exogène. Grosso modo, c'est le télescopage, tout ce qui vient télescoper le marché par des externalités négatives. Donc, l'externalité, ça peut être mille et une choses. Le climat, par exemple, les virus, une guerre, etc. Donc, par exemple, le meilleur exemple pour l'entreprise, c'est le marché qui fuit le produit. Suite à un scandale, par exemple, comme les lasagnes au poney, ou moins grave, parce qu'il y a des usages qui ont changé. Par exemple, les entreprises de l'agroalimentaire ou de la cosmétique ont des attentes consommateurs qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, et ça s'incarne dans le Nutri-Score, le Yuka et le pendant pour la cosméto. Des attentes aussi en termes de consommation qui vont être différentes, par exemple dans l'automobile. Le poids du diesel baisse au profit de l'électrique pour des raisons d'écologie. Et puis d'essence, tout simplement parce que pour aller à Paris aujourd'hui, il faut être critère, je ne sais pas combien, 1 ou 2, sinon on n'a pas le droit de rouler, ou certains jours on n'a pas le droit de rouler. Ça renvoie aussi aux notions de lois ou normes qui vont venir changer et faire en sorte que le couple normes fiscalité, produit fiscalité ou produit normes n'est pas respecté et du coup on ne peut plus vendre ou un produit différent va être appelé par les consommateurs. Enfin, ça peut être aussi une concurrence ou un nouvel entrant qui vient, comme sur l'exemple, proposer un nouveau produit, un nouveau service, comme Uber est venu jeter un pavé dans la mare des taxis qui avait un marché captif et réglementé depuis plusieurs centaines d'années. Donc, grosso modo, ces leviers, ces forces de crise exogène, ce sont les mouvements qui, dans un contexte d'élasticité aux tendances, aux modes et au pouvoir, vont venir infléchir le marché. Et ça, on peut croiser aussi avec, aujourd'hui, tout ce qui va être influenceur, lobbying, etc. etc. Alors,
il y a un cas, où ça va devenir beaucoup plus compliqué. On va plus pouvoir contrôler la crise juste en agissant sur l'externe ou communiquant et puis sur l'interne, on verra après. Il y a un cas où la crise est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que l'endogène et l'exogène se rencontrent pour malheureusement faire en sorte que on est soumis de manière beaucoup plus forte et on a beaucoup moins de capacité de réaction. Alors, la crise du lait ou les crises du porc sont des crises de filière qui sont en général provoquées par une surcapacité de production, aussi bien en termes, par exemple, pour la crise du lait, de nombre de vaches, de nombre d'exploitations, de capacité des exploitations, mais aussi de capacité de production en termes de briques de lait, yaourt, crème glacée, spécialité, etc. Fromage, évidemment, en France. Mais aussi avec une connotation marché qui fait que le marché a des besoins qui sont différents, ou qui sont en mutation, et puis globalement qui sont en baisse. Ça provoque ce qu'on appelle un effet ciseau. Et bien on se retrouve avec surcapacité, plus de débouchés. Donc c'est extrêmement embêtant. Alors, quand on est confronté de manière relativement, on va dire, commune à une crise, qu'elle soit endogène ou exogène, les organisations, les entreprises arrivent à s'en sortir globalement bien. On a mis 4 exemples. Par exemple, le premier, on le citait tout à l'heure, vous êtes un cimentier, vous avez une usine dans un pays en guerre. Il se peut qu'il y ait des problèmes ou d'affairisme, ou de corruption, ou des choses qui ne sont pas forcément super compréhensibles quand on est dans un pays en paix. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être dénoncé par une ONG qui va ramener ça à l'oreille des médias, qui vont sortir des articles. Du coup, l'organisation va réagir à cette crise en proposant une communication de crise, du juridique, extraire les ressortissants, voilà. Et puis, somme toute, l'entreprise s'en sort bon an, mal an. Un effort financier pour conserver ses marges, remplacer l'usine qui est dans un pays en guerre. Autre exemple, un crash aérien. Malheureusement, il y a des victimes. L'entreprise, du coup, obligée de suivre une enquête administrative. La compagnie aérienne, l'avionneur, etc., communiquent autour de ça. Le juridique va faire en sorte qu'ils vont indemniser les victimes, malheureusement. Et puis, on remplace l'avion, on se refait une image. Et normalement, s'il n'y a pas des crashs tous les ans, ou même plus fréquemment, l'entreprise et l'avionneur s'en sortent. Dans le cas d'agroalimentaire, on a encore eu un exemple la semaine dernière, on y trouve souvent qu'il y a des malfaçons, des problèmes de qualité, des bouts de verre dans les petits pots, ça arrive malheureusement trop fréquemment. Dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué, on fait une enquête de qualité, on fait de la communication de crise, on fait du marketing, éventuellement on licencie le responsable qualité ou le dirigeant qui avait laissé traîner les investissements, etc. Bon, voilà. C'est la même chose quand on a une ONG qui va rapporter à la presse que dans un pays étranger, un sous-traitant d'une marque internationale fait travailler des enfants ou pour fabriquer des puces de téléphone portable sous-paye des ouvriers qui dorment sur le lieu même de l'usine au-dessus des machines. En général, il va y avoir une enquête de la marque incriminée qui va révéler qu'il y avait une charte éthique qui a été rompue par le sous-traitant, que du coup le juridique va casser le contrat, qu'une com de crise va permettre de passer des informations. On va retrouver un nouveau sous-traitant, on a perdu un peu d'image et encore, et du coup tout ça se résout bien. Donc dans ces cas-là, ces crises qui peuvent être douloureuses mais qui restent malgré tout manipulables, se permettent avec un effort financier, de s'en sortir. Une gestion classique, voilà, un effort financier, on fait appel à des cabinets de gestion de crise, on fait appel à des avocats, on fait des enquêtes, etc. Mais bon, somme toute, ça va. Dans ces cas-là, l'innovation, c'est une option. On n'est pas obligé d'innover en temps de crise dans ces cas-là. On peut éventuellement innover, on peut avoir des actions, mais ce n'est pas obligatoire. À l'inverse, quand une entreprise est soumise aux deux forces, c'est-à-dire qu'elle a une crise qui est endogène et exogène, en même temps, et du coup, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que toutes les fragilités de l'entreprise sont passées au révélateur. C'est-à-dire que toutes les problématiques d'organisation, de production, d'adéquation produit-marché, tout ça,
lors de la crise, ça se révèle, c'est plus tenable. Alors, on le voit, ça peut être tenable une fois, mais ce ne sera pas tenable au bout de 2 crises ou sur une crise longue. L'organisation va s'en trouver fragilisée, si ce n'est plus. Et puis, d'un autre côté, qui peut être interne et ou externe, on va aussi cristalliser les attentes. Tout ce qui était sous-jacent ou non prioritaire peut devenir prioritaire. Par exemple, toutes les attentes et les besoins aujourd'hui de durables, de responsables, qui étaient dans beaucoup de secteurs un peu ignorés, avec la crise du Covid, se sont retrouvés sur le devant de la scène. Un des exemples des enseignements de la crise du lait, c'est que le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur, la recherche de sens des consommateurs s'est retrouvé sur le devant de la pile, alors que jusqu'à présent, c'était un peu au fond des oubliettes. Donc, face à ça, les entreprises ont 2 réactions qui sont assez classiques. La première, c'est évidemment faire l'autruche. Faire l'autruche, je l'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas une solution. Ça peut éventuellement être une demi-solution en cas de crise relativement courte, qui n'est pas trop impactante sur le secteur sur lequel on opère. Mais au bout de la 2e, la 3e, et nous on le voit avec Anne-Sophie et nos collègues, on a trop de clients qui se sont repliés sur eux-mêmes à chaque crise, qui n'ont pas innové, et du coup, voilà, on sait que ça ne va pas bien se passer pour eux cette fois-ci. En revanche, on voit aussi beaucoup de clients qui ont la deuxième réaction, et qui est un peu une espèce de réflexe de survie, et de se dire, attends, cette crise-là, il faut que je la saisisse, il faut que je profite de ce moment pour m'asseoir, pour réfléchir, pour sortir de nouveaux produits, de façon à ce que pendant le débouclage de la crise à la sortie, je récupère des parts de marché. C'est un peu ce qu'a fait Fujifilm. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la grande crise où Kodak a disparu. Fujifilm, qui était le concurrent direct, a choisi non pas de rester dans la photographie, de un petit bout de rester dans la photographie, mais Sylvain, on t'entend mal. Ah, voilà. Désolé. Là, ça va, il faut vraiment que je colle le micro sur ma bouche. Voilà, c'est ça d'avoir un micro chinois à quelques centimes d'euros. J'aurais dû innover et acheter un truc de bonne qualité. On t'entend bien là. Voilà. Donc Fujifilm, à l'inverse de son concurrent Kodak, lors de la crise du passage de la photo argentique en photo numérique, a choisi non pas de conserver tous ses assets dans la photographie, mais a souhaité repositionner toutes les technologies issues de la conception du film, issues de la chimie du film, issues de l'imagerie numérique, etc., etc. Et donc, a repositionné ses produits sur chimie du film, sur de la chimie, tout ce qui était connaissance aussi du film, des gélatines, etc., sur de la cosmétique, tout ce qui était image et connaissance de l'image sur de l'imagerie médicale. Une autre réaction en temps de crise, alors là, c'est dans des crises un peu plus de très long terme et plutôt pour parer la crise, on voit qu'il y a des entreprises qui choisissent de se diversifier. Par exemple, quand Apple a pressenti que le marché des ordinateurs personnels et des iPod MP3, etc., allait devenir mature, ils ont voulu garder leur capacité forte et leur leadership, et ils ont sorti l'iPhone plus la plateforme qui va bien pour déployer les applications. Opération de diversification, je passe du portable et du MP3 vers le téléphone. Plus surprenant, Michelin, pressentant que l'automobile demain ne serait pas l'automobile d'aujourd'hui, a choisi de déminer avant la crise et de prendre des positions dans un secteur sur lequel on peut ne pas l'attendre, qui est celui des piles à hydrogène. Et du coup, Michelin est devenu un acteur leader ou un des leaders de la pile à hydrogène embarquée, toujours un peu dans l'automobile, mais on voit bien que c'est un nouveau produit sur un nouveau marché. De manière un peu plus opportuniste et démunis face au manque de clients, tous les bureaux d'études et entreprises industrielles équipées d'imprimantes 3D se sont mises, lors du premier confinement, à produire tout un tas de visières, dispositifs de protection, dispositifs pour aider, transformer des respirateurs, transformer des dispositifs médicaux de manière très rapide, un peu en réaction à une économie de guerre. Pour continuer sur les exemples, on a le cas de Total, qui s'est retrouvé sur son réseau de stockage et de livraison de fuel à domicile. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas très performants, pas très bien organisés, et ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut constituer une équipe
Donc en réfléchissant, ils se sont dit que c'était peut-être pas stratégique de faire une équipe 100% totale, notamment à cause des habitudes et des fonctionnements de grands groupes. Mais en fait, ils ont décidé de revisiter leur offre en mode startup, donc en recrutant des profils et en logeant la startup même ailleurs pour justement réussir à faire et à opérer cette transformation numérique de l'offre qu'ils ont réalisée et qui fait qu'aujourd'hui, avec Fuel Market, ils sont donc, numéro 1 de la livraison de fuel à domicile. On a aussi le cas, donc pour rester aussi un petit peu dans le contexte sanitaire, des restaurants qui ont en fait aujourd'hui non plus leur service habituel, puisqu'en fait on ne peut plus aller au restaurant, s'installer et puis consommer nos menus. Il a fallu trouver des alternatives. Donc, certaines étaient déjà existantes. On pense par exemple à Uber Eats. Donc, c'était un petit peu comment est-ce que moi, grand restaurant, je me démocratise en fait à cette pratique-là, mais aussi être capable de fonctionner en click and collect, de communiquer via les réseaux sur son menu du jour, de la semaine, et faire en sorte que les clients continuent de venir, même si le service est changé. Si on va du côté pénétration du marché, donc c'est-à-dire rester sur un marché qui est existant et puis conserver en fait les technologies pour nos produits et nos services existants, là-dessus, ça va être des exemples du type d'Apple. Apple, quand il y a eu Steve Jobs qui est revenu chez Apple en 1997, ils ont retravaillé le design de l'ordinateur en fait en conservant toutes les technologies qui étaient déjà à l'intérieur, mais ils ont appuyé énormément effectivement sur l'aspect design en sortant donc le iMac 98, et donc c'est là qu'ils ont poursuivi le succès de Apple. Et côté des autres constructeurs automobiles, il y a aussi, du coup, vu qu'ils doivent faire face à un marché qui est très exigeant, avec beaucoup de concurrents, ils doivent réussir à s'adapter. Et pour ce faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils conservent le châssis, le moteur de voiture sur plusieurs années, mais qu'ils font évoluer, par exemple, l'intérieur du véhicule. C'est pour ça qu'ils font différentes éditions, donc les phases 1, les phases 2, etc., où ils vont changer peut-être des briques technologiques qui sont déjà existantes et proposer différentes versions d'un même modèle existant. Alors, pourquoi on a on a choisi de vous présenter ce quadrant qui s'appelle une matrice d'Ansoff, qui est une matrice qui a une cinquantaine d'années. C'est parce que on a bien les deux notions. On a une notion d'exogène avec le marché, la réaction du marché, qui incarne plein de choses, et puis la réaction de la capacité de l'entreprise à sortir un produit ou un service, ou un nouveau produit, un nouveau service. Donc l'un dans l'autre, on voit bien qu'on a déjà une répartition en 4 cases qui vont nous permettre de pouvoir dire, dans ce cas-là, est-ce que c'est adapté et qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc là, on va détailler en fait chacun de ces quadrants, plus précisément en termes de méthode, de posture et d'outils qui existent. Donc le premier cas, c'était celui un petit peu de rhabiller la mariée, c'est-à-dire qu'on reste sur un marché existant, on conserve nos technologies, nos produits, mais on voit comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc en fait, on essaye de reprendre des idées, des études qui avaient été considérées avant la crise et de voir si elles sont en lien avec peut-être les besoins qui sont peut-être plus affirmés avec le marché, enfin du coup avec les conditions dans lesquelles se trouve le marché actuellement. Essayer de s'imprégner des tendances de fond et d'identifier en fait les différents segments qu'on peut adresser parmi nos clients et de justement privilégier ces segments et de réussir à, par exemple, à sélectionner un segment dans lequel on sait qu'on va répondre parfaitement aux besoins de ce segment-là. Essayer d'entrecouper en fait les tendances qui sont identifiées tant en interne qu'en externe. Et lorsqu'il y a effectivement un croisement en fait positif qui se trouve entre l'externe et l'interne, et c'est essayer de développer, d'accentuer en fait ces points-là. Et puis après, on peut avoir l'aspect qui va être de l'ordre du design. Donc c'est comment est-ce qu'on peut redessiner le produit, mais aussi comment est-ce qu'on peut affiner peut-être le modèle d'affaires qui était associé et donc l'adapter légèrement pour les conditions en fait de la crise. Donc en termes de posture, effectivement, il faut être arrangeant forcément. Il faut pouvoir être rapide parce que l'objectif, c'est pas de déclencher des très gros investissements. Et puis en fait, si on se positionne d'un point de vue fonds d'investissement, c'est d'être positionné en pré-IPO, c'est-à-dire essayer d'atteindre une maturité rapidement et d'avoir un investissement, un retour rapide pour un risque qui soit maîtrisé. Du coup,
coup, si on veut faire comme Fujifilm, c'est-à-dire squatter un nouveau marché, il faut avant tout avoir une démarche entrepreneuriale. Alors, pas forcément start-upper, on n'est pas dans les start-up, mais on a un produit qui existe et on veut aller le mettre sur un nouveau marché, donc il faut quand même que ça marche. Ce qui est hyper important, c'est là-dessus, ça ne doit pas être dirigé par des ingénieurs. Désolé Anne-Sophie. Ça ne doit pas être dirigé par les ingénieurs, mais là, réellement, et souvent nos clients font un peu l'erreur, c'est le marketing, c'est les commerciaux qui doivent prendre à bras le corps la démarche. Pourquoi? Parce que même si on a des démarches de prototypage rapide, on essaye rapidement de montrer que le produit va marcher, on a des focus group, on va voir des clients, etc., etc. Il faut quand même pouvoir se détromper et chercher du volume et valider ses options avec des études de marché. Utiliser des outils de modélisation comme le Business Model Canva, valider que le marché ne soit pas trop concurrentiel avec, par exemple, du porteur, des segmentations ou des positionnements avec du McKinsey. Et puis, voilà, focaliser quelque chose de précis, construire avec le client, chercher à faire en sorte que le produit très rapidement délivre les performances qui sont attendues. Et du coup, ne pas tout réinventer. Bon, l'ingénieur, c'est bien qu'il soit là, mais on ne réinvente pas tout. Si on a besoin de quelque chose, on a des fournisseurs d'innovation, on a de l'open innovation, on peut faire un partenariat avec une startup, par exemple, et du coup avoir un produit qui soit adapté à un marché. On est dans une logique d'un fonds d'investissement de série B et C, la preuve de concept du produit est faite, le marché normalement doit être intéressant et avoir une réponse correcte. On va valider ça au cours d'une série B et C. Un autre cas, ça va être lorsqu'on est sur un marché qui est existant, mais qu'on apporte des nouveaux produits, nouveaux services différenciants par la technologie. Donc, c'est essayer de comprendre davantage son marché, d'identifier en fait les besoins, l'évolution qu'il peut y avoir au niveau des besoins, et d'être en mesure de se créer un nouvel espace concurrentiel, donc avec la stratégie d'Océan Bleu, mais drivé par la technologie. Et donc de bien appuyer là-dessus. Et en termes de mode de fonctionnement, c'était un petit peu le cas qu'on a pu voir avec Total et puis Fuel Market, c'est de se dire comment est-ce qu'on constitue une équipe de spécialistes qui va être à même de tester rapidement, d'être capable de challenger, de trouver les problématiques et donc de faire que le produit ou le service sera assez sécurisé parce qu'il aura été bien testé. Forcément, en termes de philosophie, c'est aussi de s'axer sur l'entrepreneuriat, donc toutes ces notions qui vont être d'agilité pour pouvoir réagir rapidement, s'adapter aux opportunités, rebondir. Et puis là-dessus, ce qui est important, c'est de considérer le marketing vraiment comme soutien, même si c'est la technologie qui lead l'initiative. C'est vraiment d'avoir l'aspect marketing pour étudier tout ce qui va être acceptable par le marché. Être sûr que le modèle d'affaires, que les prix vont être en adéquation avec le marché. Et bien sûr, évidemment, en premier lieu, s'assurer qu'on répond bien à des besoins via cette nouvelle technologie. Et donc, en termes d'outils, effectivement, il y en a plusieurs qui peuvent se prêter à ces moments en fait, d'investigation intense. Le prototypage rapide, faire du test and learn, favoriser énormément les itérations. Et puis, être en lien aussi avec son marché. Donc, c'est-à-dire faire des enquêtes au fur et à mesure, terrain, et s'assurer que le lien solution et puis marché est bien établi. Et donc, si on se repositionne dans une logique de fonds d'investissement, en fait, c'est le fonds d'investissement série A, c'est-à-dire que le projet initial a été validé et maintenant, on cherche à faire des optimisations en mobilisant les leviers de traction qui vont être les clients, peut-être diverses versions du produit. Alors, du coup, sur l'exemple que mentionne Anne-Sophie, Total a déjà son réseau de distribution, a déjà son stock de gaz, a déjà ses camions, connaît ses consommateurs, etc. Quand on veut se diversifier, on n'a rien ou pas grand-chose. On a une vague idée de la technologie, elle est émergente dans TRL 3, 4. Le marché, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la diversification. On se disait avec Anne-Sophie en préparant ce webinaire
que on ne comprenait pas pourquoi nos clients nous demandaient aidez-moi à me diversifier. Alors qu'en fait, c'est le truc le plus risqué, c'est le truc le plus long, c'est le truc où il faut être le meilleur start-upper du monde, faire du lean startup, connaître ça sur le bout des doigts. Alors qu'en fait, on vous l'a montré, il y a plein de leviers qui existent pour essayer de faire différemment, voilà, au lieu de se diversifier purement et simplement. Donc là-dessus, on est dans l'ouverture du champ des possibles. Il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de marché. On doit tout créer ex nihilo. Du coup, on va quand même essayer de ne pas trop se planter et de capitaliser sur vraiment ce qu'on connaît et pas faire une diversification abrupte qui n'existe quasiment jamais. On n'a pas de diversification, on ne va pas passer de je fais une bouteille à je fais un téléphone portable, ça n'existe pas. On peut éventuellement avoir de la diversification quand une banque en fait, se transforme en opérateur de ce qu'elle détient. Par exemple, Indo Suez avait le canal de Suez, puis après ils n'avaient plus le canal de Suez, ils sont devenus Lyonnaise des Eaux, etc. etc. C'était parce qu'ils détenaient les actions de ces compagnies-là. Il n'y a pas réellement la diversification, ça existe, c'est extrêmement rare. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre les meilleurs marketeurs, les meilleurs techniciens, prendre un chef, et puis, si possible, qu'ils soient tous géniaux, et les mettre ensemble dans le cadre de ce qu'on appelle un scan project, un projet putois. Alors, pourquoi on dit projet putois? Parce que l'entreprise Lockheed, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est vue confier par le gouvernement américain le développement d'un avion à réaction. On a un chasseur à réaction qu'on ne connaissait absolument pas, mais on avait appris que les Allemands étaient en train de sortir les leurs. Et donc, nouveau marché, si vous me permettez de dire que l'avion à réaction est un nouveau marché, et nouvelle technologie, parce que les technologies qu'il fallait développer, notamment les réacteurs, on ne savait pas faire. Et on a réussi à faire ça, et en quelques mois, ils ont sorti un concurrent crédible, ou un chasseur crédible qui aurait pu vaincre l'Allemand. Ça ne s'est pas passé. Il n'est pas allé sur le marché ou sur le champ de bataille, mais en tous les cas, il aurait pu le faire. Donc l'exemple est connu sur mon projet Putois aujourd'hui. On met les meilleurs marketeurs, les meilleurs techs, un chef entrepreneur, et le but, c'est identifier les nouveaux marchés, les nouvelles tendances, proposer des solutions techniques ex nihilo ou très émergentes, et puis arriver à une recombinaison là-dessus. Alors, les outils, j'ai mis des outils de concurrence, s'assurer que la concurrence est vide, par de la veille, et puis bien chercher la valeur, la rareté, l'imitabilité, et l'organisation, c'est l'outil Vrio pour l'entreprise. Plus, je n'ai pas voulu les détailler, mais tous les outils de Lean Startup qu'on voit aujourd'hui qui vont servir plutôt de mode d'exécution. Alors, du coup, quand on est dans la diversification, ni le marché ni les produits sur lesquels on était installé vont pouvoir assurer la valeur future. Et donc, il va falloir recombiner un nouveau produit, un nouveau marché et recréer un product marketing. C'est la diversification. Comme dans le cas Fuji, on peut aussi avoir des produits et des services qui sont reconnus comme performants, qui sont historiques, on a une image de marque, mais le marché historique ne répond plus, donc du coup, on va les repositionner, ils vont aller squatter un marché. Quand on est dans des situations où le produit ou le service peut évoluer à minima pour générer des gains de performance, alors là, on se retrouve dans une situation, comme on a dit tout à l'heure, habiller la mariée. Et puis, si on est dans une situation où les produits et services historiques de l'entreprise ne répondent plus ou pas aux demandes du marché, alors là, il faut considérer la possibilité de revoir les produits, les services, grâce à la technologie, pour répondre aux besoins et aux modèles exprimés par le marché. Et donc là, c'est la méthode de différenciation via la technologie. Alors, ce qu'on voulait transmettre, et Anne-Sophie l'a dit en introduction, c'est quand même quelque chose d'assez pragmatique, et vous pourrez nous poser des questions si vous avez des cas particuliers ou des choses. Et puis je crois que c'est filmé, donc il sera possible de le revoir. Mais vous l'avez vu un peu quand on a présenté chacune des méthodes, ce qui revient avant tout, c'est le côté entrepreneuriat qui est extrêmement important. Et deuxièmement, la veille. Alors, comment on intègre ça? C'est important de se connaître soi-même. Et c'est important de connaître l'environnement. Du coup, il est crucial pour nous qu'en temps de crise, on puisse avoir un temps de veille pour regarder ce qui se passe autour de l'entreprise. Quand je dis autour, c'est dans son marché, chez ses concurrents, dans les tendances technologiques qu'on voudrait adresser,
donc universités, start-up, etc., mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, l'économie chinoise est totalement repartie. Donc, regardez ce qui marche, ce qui est peut-être des choses à aller voir. L'économie américaine n'a pas digéré la crise de la même manière, la crise du Covid en ce moment. L'économie européenne, peut-être qu'il y a un pont à aller faire avec ce qui se passe ou ce qu'on perçoit aux États-Unis. Regardez l'extérieur. Mais pas que regarder l'extérieur. Regardez aussi l'intérieur des organisations. C'est extrêmement important parce que les organisations sont composées de personnes qui sont impliquées et qui ont aussi des démarches et qui intègrent de l'information. Et du coup, ils ont des motivations, ils ont des envies, ils perçoivent des tendances pour des raisons différentes. Ils ont des compétences qu'ils sont en train de développer, ils se forment, ils ont profité du chômage partiel pour regarder des trucs. Ils ont des envies, ils ne veulent plus faire comme dans le temps. Donc, en essayant de croiser ces informations d'extérieur et d'intérieur, on se met dans une dynamique rétrospective. Qu'est-ce qu'on a mal fait dans le temps? Qu'est-ce qu'on a bien fait dans le temps? Et puis surtout prospective, qu'est-ce qu'on veut faire? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et là où on va aller en justement faisant matcher ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. En un mot, c'est être entrepreneur. C'est essayer de prendre des sous-jacents, des signaux faibles, et puis les transformer en valeur pour demain. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes ravis de pouvoir y répondre. Alors, donc oui, en effet, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. J'en profite également pour vous dire que vous aurez donc accès au replay qui vous sera envoyé dès qu'il sera disponible. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Joy, il y avait des... Alors, on avait quelques questions auxquelles Delphine a déjà répondu. Alors, on en a une de tout à l'heure. Pénétrer le marché, pourquoi squatter et non pas se lancer? C'est une bonne manière de voir aussi. Mais se lancer, c'est pour y rester. Donc, je dirais, se lancer, c'est pénétrer par effraction. Et une fois qu'on est rentré par effraction, on squatte. Si je puis me permettre de vous donner des conseils juridiquement douteux. À ne pas reproduire. Cela s'applique-t-il pour les produits tels que l'offre de formation? Oui, moi, la réponse que j'imagine, c'est oui, ne serait-ce que par le mode de travail dans lequel on fonctionne aujourd'hui, qui a été complètement changé. C'est de se dire, très bien, la première solution de repli qu'il y a eu, ça a été de passer tous en mode webinaire, en mode visio, etc. Mais en fait, on voit qu'il commence à y avoir des technologies qui permettent d'aller encore un cran plus loin. Comment faire en sorte... alors, j'ai vu des écrans virtuels qui donnaient l'impression que la personne était dans la pièce. Il y a des outils collaboratifs qui existaient déjà, mais qui ont été aussi mis en avant. Je ne vais pas citer de marque, mais effectivement, pour faire des séances de créativité à plusieurs et en direct. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'appliquer. Et c'est de se dire, aujourd'hui, je dispense des formations, mais en fait, comment est-ce que j'aimerais les recevoir? Et comment est-ce que j'aimerais les recevoir? Est-ce que ça pourrait être, je veux être dans n'importe quel pays pour pouvoir bénéficier de cette formation? Je veux pouvoir avoir un mode de communication qui soit particulier. Et donc, c'est de se questionner et de se demander, voilà, quels sont les besoins? Et en fait, ce qui est chouette, je maîtrise mes mots. Ce qui est intéressant avec une crise, c'est de se dire que ça met des contraintes qui nous amènent à repenser d'une manière différente. Et en fait, étant donné que le cerveau se retrouve avec une contrainte, on se dit, OK, on a une contrainte précise, on a été limité dans notre liberté, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Et donc, ça provoque en fait de la créativité sur un champ contraint, et donc qui a le mérite d'être assez efficace. Alors, pendant que tu répondais, Anne-Sophie, Elsa, qui a posé la question, continuait d'interagir pour apporter plus de détails. Elle nous disait que, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre sur des courts délais? Ouais, effectivement, la réactivité va dépendre du temps qu'on peut mobiliser. C'est-à-dire que si notre activité est stoppée et qu'on a nos journées, on va dire, pour réfléchir rapidement et s'organiser, ou qu'on décide en fait de prendre ce temps-là, alors effectivement, on peut être réactif. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on peut réagir à un premier niveau.
qui va satisfaire les premiers besoins nécessaires et ensuite s'améliorer, faire des itérations progressives pour réussir à arriver à un stade où on apporte une solution qui est confortable, qui est plaisante, etc. Alors, merci Anne-Sophie. On avait une autre question par rapport aux grands groupes. Donc, voilà, quelqu'un nous disait les grands groupes ont les moyens financiers importants de pouvoir mener ces réflexions. Mais pour les startups, les TPE et les PME, comment ça se passe? Je dirais mieux, parce que s'ils n'ont pas les moyens financiers, ils ont la souplesse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on voit que de plus en plus, les innovations, elles commencent par des innovations dites frugales. Donc frugal, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens à réquisitionner pour lancer une nouvelle offre. Une entreprise petite qui connaît ses clients, en général, si c'est une petite entreprise, elle a un marché, elle a une gamme ou un produit, et du coup, c'est beaucoup plus facile de se repositionner. C'est plus de les rechercher un marché parce qu'on connaît les choses. On n'a pas besoin d'avoir 15 000 signatures. C'est le patron qui endosse la casaque d'entrepreneur et qui va faire la course. Et voilà, donc je pense que paradoxalement, il est plus simple à une petite entreprise ou une petite équipe d'innover qu'à un gros mastodonte qui va prendre des années pour piloter. Et surtout, en fait, on était confronté à des cas de grands groupes qui, face à la crise, ont plutôt pris peur et se sont dit, oula, on va éviter d'accentuer en fait les dommages, on va se concentrer uniquement sur nos activités cœur. Et donc, ils ont eu tendance à se replier sur là où d'autres petites entreprises se sont plus dit, OK, on peut garder quand même de la souplesse, même si on continue à se battre sur les autres fronts. De toute manière, Anne-Sophie, Sylvain, vous accompagnez les entreprises, que ce soit des startups, des PME, TPE, ETI, grands groupes. Voilà, vous accompagnez tout type d'entreprise. Donc, en fonction du besoin, tout est réalisable. Donc, n'hésitez pas, pour aller plus loin sur la question, à justement contacter Aiming à finance-innovation@aiming.com. J'en profite pour vous poser deux autres questions de Eric. Quels sont les facteurs clés de succès et étapes clés de la diversification? Et il demande également comment échapper au balancier périodique qui alterne entre préconisation de diversification pour saisir les opportunités et reconcentration sur le cœur de métier pour optimiser. Alors, sur la première question, après, je veux bien que tu me la reformules ensuite. Bien sûr. Joy, j'ai un petit cerveau. Sur les facteurs clés de succès de la diversification, je ne voudrais pas avoir une réponse creuse parce que ça dépend vraiment de l'entreprise, des assets, de ce qui est cible, etc. En revanche, je pense que les étapes clés vont être un peu les étapes de la startup et de la démarche de design thinking / agile, avec des choses qui vont être d'abord une phase d'idéation, puis de confirmation, puis du test and learn. Voilà, donc par exemple le truc Gartner avec 3 boucles est un bon outil qui va donner des étapes. Après, c'est très compliqué parce que si on fait de la diversification dans le médical, on va avoir des phénomènes de 10 ans, par exemple. Là, on fait des vaccins en 6 mois, c'est jamais arrivé. Normalement, un vaccin, ça peut être 10 ans, une molécule, c'est 10 ans. Donc, bon. Après, dans l'ingénierie, ça peut être quelques mois ou quelques années, mais ça va être des diversifications en général assez légères. Donc, moi, je recommande sur la diversification de regarder le Lean Startup d'Eric Ries et puis de regarder toutes les méthodes design thinking / agile, etc. Je te pose la deuxième? Oui. On reprend. Comment échapper au balancier périodique qui alterne entre préconisation de diversification pour saisir les opportunités et reconcentration sur le cœur métier pour optimiser? Alors, ça dépend de la durée de vie du produit ou du service et de la durée et après associer la durée de l'avantage compétitif. Par exemple, si vous avez, je prends l'exemple du repositionnement médical, on va avoir par exemple une propriété intellectuelle qui dure, imaginons 20 ans. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes diversifié, vous avez lancé la nouvelle molécule, pardon l'expression, vous avez 20 ans pour vous engraisser. Okay. Au bout de 20 ans, ça tombe dans le domaine public, donc nécessairement, il faudra innover.
On sait que, par exemple, dans les domaines des tracteurs ou les domaines de tout ce qui va être engins de chantier, Manitou et autres trucs, tracteurs routiers, on va avoir des cycles de vie de produits qui vont être de 5-7 ans, qui sont des durées d'amortissement. Donc ça veut dire que quand un transporteur routier achète un tracteur et une remorque, eh ben, il va l'amortir sur un certain nombre d'années, à un moment, il va s'en défaire. Il va racheter. Ça veut dire qu'on sait qu'on a 5-7 ans pour créer une innovation, la mettre sur le marché, l'exploiter, éventuellement faire un peu de revamping, et après, hop, on passe à autre chose. Donc voilà, suivant un peu le cycle de vie du produit, on va savoir. En retail, ça va être différent. Ça va être différent. C'est pour ça que c'est très compliqué au niveau des tendances pour eux, notamment des tendances de consommation. Donc dans le retail, très complexe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un secteur qui du coup vit comme ça depuis des centaines d'années, c'est la mode. La mode, tous les ans ou tous les 2 ans, ça a changé dans le temps. Aujourd'hui, il y a 2 collections par an. Collection automne-hiver, collection printemps-été. Donc la durée de vie du produit, c'est 6 mois. Donc tous les 6 mois, il faut qu'ils innovent par de la mode. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Anne-Sophie? Oui, moi je pensais qu'il y avait une petite précision qui pouvait être apportée. C'est de se dire si on a sa propre entreprise et qu'on souhaite la gérer, en fait c'est intéressant de favoriser la majeure partie de son temps dans l'exploitation, l'amélioration de ce qu'on a déjà, mais par contre avoir un temps pour faire de la prospective d'innovation, pour essayer de justement d'étudier les possibilités de diversifier ses activités sans consacrer tout son temps, hein, parce qu'il faut bien vivre à côté. Et bon, du coup, c'est de réussir à trouver le bon équilibre. Alors, pour certaines entreprises, ça va être du 90% pour l'exploitation et 10% pour l'exploration. Pour d'autres, ça va être du 70-30. Voilà, c'est comment trouver le bon équilibre, effectivement, en fonction de son marché, en fonction de son produit. Mais dans les 2 cas, c'est intéressant d'avoir une combinaison des 2. Merci à vous deux. On a une question de Daniel. Le rhabillage du produit est toujours une bonne stratégie pour se repositionner. Est-ce nécessaire pour survivre? Je pense que ça fait suite un peu à ce que disait Anne-Sophie, c'est qu'il y a une logique quand on est dans des entreprises qui ont des gammes, différents segments, différents types de produits, il y a des arbitrages en termes de portefeuille. Donc on va avoir besoin d'avoir un certain nombre de produits qu'on va juste rhabiller, d'autres qu'on va un peu repositionner une fois qu'ils sont sortis d'un marché ou autre chose. Mais il y a une logique de portefeuille. Il y a une logique de portefeuille. Anne-Sophie? Non, c'est tout clair pour moi. Ok. Je continue. Une autre question. Quelle est la place de la propriété intellectuelle dans les 4 scénarios? Ah, c'est une bonne question. Ah oui, c'est une bonne question. En fait, sur la partie marché, il faut regarder dans quelle classe sont déposés les produits et éventuellement faire des extensions. Donc ça me paraît logique. Sur la partie nouveaux produits, nouveaux services, et du coup, il faut faire attention à ce qu'on va breveter et du coup, sur quel marché. Mais on n'a pas besoin de regarder les brevets des existants et ou les extensions et ou les zones géographiques si c'est possible. Quand on est dans le pur cas de diversification, il faut faire extrêmement attention à ça. Dans les phases amont de la diversification, on n'a pas forcément besoin de propriété intellectuelle. On va plutôt avoir du secret des secrets. C'est de garder secret le plus longtemps possible, avancer masqué. Dans le cas de ce qui va être revamping, je pense qu'on va plutôt être sur de la marque, plutôt sur la stratégie de sécurisation des marques. Voilà. Je ne sais pas si Anne-Sophie a peut-être une vision plus ingénieure que moi. Non, pour le coup, je te suis aussi. Je ne suis pas le meilleur pour parler de ça, je suis désolé, j'ai des collègues qui sont bien plus pertinents que moi là-dessus. Du coup, je reviens à redonner encore, je vais vous l'écrire en même temps dans le chat, l'adresse finance-innovation@inning.com, voilà, pour aller plus loin sur les sujets. On avait une question d'Agnès qui nous demande si vous aidez également les créateurs d'entreprises. Anne-Sophie, je te laisse répondre. Oui, effectivement, on est présent sur l'ensemble en fait, des porteurs de projets, que ce soit des grands groupes ou des plus petits groupes. Donc là-dessus, ça va être effectivement comment optimiser la partie financement, réussir à trouver justement les leviers de financement qui peuvent vous permettre d'accentuer, d'avantager votre projet.
Et après, effectivement, c'est construire une stratégie qui est solide avec ça. Donc là-dessus, ce qui est intéressant dans notre cabinet de conseil, en tout cas, c'est qu'on fonctionne avec une partie qui est spécialisée sur le financement d'innovation. Et puis nous, on est la partie stratégie. Donc les deux font la bonne compilation. Super. Donc contactez-nous, Agnès. J'ai mis l'adresse dans le chat, Agnès. Vous pouvez contacter Aiming. On a une question de Laurent. Existe-t-il des outils d'aide efficients qui permettent de définir l'une des 4 stratégies? Enzo, non? Non, j'allais te laisser pour le coup, mais... Bon, ok. C'est un peu le dernier qu'on a mis. On n'a pas d'outils, notamment pour des grands groupes, à part des outils plus puissants et plus propriétaires qu'on n'a pas présentés ici. Mais je pense que le slide avec le quadrant qui explique là où vous en êtes, alors, celui-là, il est déjà pas mal. Celui-là, il est déjà pas mal. Et après, sinon, il n'y aura pas d'outils en tant que tel. On va avoir de la littérature ou des. Si, il y a peut-être, tiens, le chessboard de Atekirne qui peut être intéressant. C'est un peu la même chose, c'est la volonté de peser sur son marché et la capacité de transformation du marché. Si vous avez plusieurs projets, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire où est-ce qu'ils se situent sur le cadran de la matrice d'ANSOF et pouvoir se dire, OK, j'ai ma majorité des projets qui sont dans la diversification, donc qui est la zone la plus risquée. Est-ce que c'est stratégique de continuer dans cette voie-là ou est-ce qu'il y a des projets que je peux ramener en zone plus sécurisée et donc me garantir en fait un fonds de business qui fonctionne et qui est opérationnel rapidement? Ouais, c'est de l'ambidextrie en fait. C'est innover pour aujourd'hui et pour demain. Il faut pouvoir avoir les deux mouvements, avoir un gros pool de pour aujourd'hui pour générer de la marge, avoir des capacités et dégager des capacités dynamiques à repositionner pour demain. Anthony nous demande la possibilité d'avoir les slides. Donc, vous allez tous recevoir le replay dans lequel on verra la présentation. Donc, vous pourrez retrouver justement les éléments que vous ont présentés Anne-Sophie et Sylvain. Alors, Stéphane, très compliqué actuellement d'innover dans l'hôtellerie-restauration et les pistes actuelles vont prendre tellement de temps pour une reprise que la pérennité d'entreprise sera mise à mal. Quels conseils me donneriez-vous? Alors, on y avait réfléchi parce qu'on avait vu qu'il y avait quelques inscrits dans le monde de l'hôtellerie. C'est vrai, le contexte est très, très particulier. On voit qu'il y a eu quelques initiatives. On pense par exemple au fait que pendant les quatorzaines, qui est passé en septaine maintenant, il y avait la possibilité de faire en sorte qu'une personne dans un foyer aille s'isoler dans un hôtel plutôt que de contaminer le reste de sa famille. En fait, il y avait dans les usages, il y avait la crise a provoqué quelques situations dans lesquelles c'était opportun de voir comment aider. Après, ce qu'il y a, c'est de se dire, quand on a un hôtel, c'est quels sont nos actifs. Donc, on a des salles, on a des chambres. Est-ce que, alors, on peut aller loin, hein, on peut se dire, si on est à proximité d'un hôpital qui est surchargé, est-ce qu'on ne peut pas héberger certains malades? Comme ça, effectivement, ils sont dans un espace, ils ne sont pas entassés les uns sur les autres, et ils sont dans un espace où, en fait, l'hôtel, c'est quand même gérer des chambres pour que voilà, elles restent propres, accueillantes pour des personnes qui sont dans des conditions de convalescence. Il y a aussi l'aspect plutôt espace de coworking. Comment est-ce qu'on peut utiliser la journée? Donc, alors maintenant, on est confiné, donc c'est encore plus compliqué. Mais effectivement, lors des périodes interconfinement, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est se dire comment favoriser les espaces de rencontre des gens, d'échange pour les gens qui ont l'habitude de faire du coworking. Donc, essayer de voir un peu quelles sont les pistes d'usage qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de concevoir pour un hôtel. Sylvain, je te laisse le relais parce que je sais que ta réponse sera différente de la mienne. Oui, en fait, il y a un côté qui est très opportuniste et qui profite de la crise, si on peut profiter de la crise, ce qui n'est pas du tout votre objet, mais comment, dans le contexte de me faire mauvaise fortune bon cœur, on arrive quand même à un peu monétiser son appareil de production. Voilà, dans ce cas-là, on peut avoir des solutions un peu frugales en disant on auberge des gens qui ont le Covid, etc., etc. Bon. Passer ce côté-là, c'est vrai que l'hôtellerie, alors la restauration moins, mais l'hôtellerie est un des domaines où la consommation de capital est extraordinaire parce que, et puis surtout sur un terme très long,
un fonds s'amortit sur 30 ans. Donc, ça veut dire que si on a acheté le mauvais immeuble au mauvais endroit, bah, c'est compliqué de s'en séparer. C'est pas forcément liquide, etc. Et puis, bah, les aménagements intérieurs, ça va durer 10 ans. Donc, si on a la chance dans son malheur d'arriver en fin d'amortissement de sa décoration, de son positionnement, de façon à ce que, bah, par la crise, on puisse baisser ses prix avec ou faire du low cost ou ce genre de choses. Bon, bah, c'est pas très compliqué d'aller négocier avec la banque en leur disant « Ouh là là, il faut que j'avance de 2 ans ma rénovation pour avoir un truc qui soit low cost, peut-être plus familial, un peu comme certaines positionnements de chaînes d'hôtels qu'on voit apparaître, avec des chambres où on peut être 6 ou 8 ou je sais pas quoi. » Bon, ça c'est jouable. Si dans son malheur, on a le malheur d'être en début d'amortissement, ça fait 3 ans qu'on vient de faire sa rénovation, on a choisi un segment moyenne gamme plus, et c'est ce qui est le plus impacté par la crise, bah, je suis désolé, mais c'est compliqué, quoi. Alors, dans ce cas-là, on a le revamping, c'est-à-dire on peut éventuellement, par exemple, baisser ses prix, changer un peu de modèle d'affaires, passer en full Internet, faire des réservations, être ouvert jour et nuit. Enfin, voilà, plein de micro-positionnements qui, empilés les uns sur les autres, peuvent donner une espèce de changement de surface qui permettrait de traverser la crise et puis de négocier un échelonnement de la dette avec le banquier ou avec le financeur. Voilà, mais c'est sûr que voilà, dans l'agricole, c'est encore pire, hein, rassurez-vous, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Si vous avez la mauvaise espèce de vache en termes de rendement, donc si vous avez par exemple une prime Holstein, au lieu d'avoir une salaire, ben, vous n'allez pas pouvoir faire de bio, ou vous ne allez pas être capable de produire le lait qui va être demandé par le goût, par le client. Derrière, vous n'avez pas les mêmes appareils de traite, derrière, vous n'avez pas le même équipement, vous n'avez pas les mêmes pâtures. Donc, c'est compliqué de changer la place de la ferme, changer les vaches, changer les appareillages de la ferme, faire le cahier des charges label rouge. Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore plus compliqué dans l'agriculture de faire du repositionnement, changement de filière. Merci Sylvain. Merci à tous pour vos questions. On va arrêter le webinaire ici. On a déjà bien dépassé. C'était très intéressant en tout cas, toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec vous. On est ravis d'avoir partagé une heure avec vous. Ça passe très, très vite. Donc, n'hésitez pas à contacter Aiming. Je vous ai mis l'adresse dans le chat. Bravo aux conférenciers. Je vous remets également le lien pour s'inscrire à d'autres webinaires si vous voulez retrouver Aiming jeudi. Par exemple, où on a d'autres thématiques. Cet après-midi, on va prendre la parole sur le télétravail, demain le management. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Je vous remets l'adresse email de Aiming pour que vous puissiez les contacter, aller plus loin si besoin. Et après, que ce soit Aiming ou Skizday, on est joignable sur nos sites internet, nos réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci Anne-Sophie, merci Sylvain. Merci à tous, excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.